Ok, on se lance? On y va? Alors, bonjour. Le thème de l'après-midi est très simple. C'est comprendre ce qui fait la différence entre le lycée Edgar Faure de Morteau et les autres écoles d'horlogerie. En partant d'un constat très simple lui aussi, c'est qu'il y a on voit émerger énormément de talents, de jeunes talents. On en a avec nous sur ce plateau. Il y en a devant nous, et puis il y en a un peu partout en France. Voilà. Et on voit émerger ces talents, pour la plupart des horlogers indépendants, complets, capables de faire des montres compliquées, avec des finitions extrêmement sophistiquées, de maîtriser la montre complète, du mécanisme jusqu'à l'habillage. Et on se demande de quoi ça vient. Donc, on va peut-être juste faire un tour pour savoir avec qui on parle cet après-midi. On va commencer par Théo Lévaltier. Eh ben, merci beaucoup. Donc moi je suis sorti donc, de DNMed l'année dernière, donc encadré par l'équipe que vous avez devant les yeux. Et voilà, on expliquera les acronymes après, hein, parce que DNMed, personne ne sait ce que c'est. Oui, mais... c'est pas bête. Diplôme national des métiers d'art et du design, mais je laisserai l'équipe enseignante en parler plus en détail. Voilà, je vous remercie. Juste. La raison de votre présence ici. Oui, je viens vous présenter mon projet de fin d'année, mon projet de dernière année. Voilà, qui clôture ce diplôme et qui clôture plus près, d'accord, et qui clôture le cursus horloger à Morteau. Et votre actualité, qu'est-ce que vous faites maintenant, puisque vous êtes diplômé ? J'ai choisi une voie un petit peu parallèle à l'horlogerie, qui est la restauration des biens culturels. Voilà, mon but, c'est à l'avenir de pouvoir être à même de restaurer des pièces de musée, alors horlogères, mais pas que. Donc voilà, les nouveaux challenges pour l'avenir. Ok, merci. Merci beaucoup. Florent Lecomte. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, Florent Lecomte, professeur au lycée Edgar Faure à Morteau. J'y enseigne depuis 2006, voilà. Et puis, je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter nos différentes sections. Alors, juste deux mots sur le parcours. Il faut mettre le micro bien près du menton. Juste deux mots sur le parcours, parce que vous êtes rentré comme professeur au lycée de Morteau, mais pas comme professeur d'horlogerie. Vous êtes formé comme horloger au lycée de Morteau, puis aujourd'hui, vous êtes enseignant d'horlogerie au lycée de Morteau. C'est ça, exactement. Donc, je suis rentré au lycée de Morteau en 2006, non pas en tant que professeur d'horlogerie, mais en tant que professeur de construction. Donc, construction mécanique. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, qu'on m'ait confié des classes horlogères pour lesquelles je devais enseigner le dessin industriel. Et en fait, quand j'ai découvert cette discipline que je connaissais déjà, parce que j'avais déjà un atome crochu depuis mes 18 ans, avec l'horlogerie... j'ai été passionné. Je suis allé à l'atelier sur mon temps libre. J'ai eu la chance de tomber sur Monsieur Ducret, Thierry Ducret, qui n'a pas voulu venir aujourd'hui parce qu'il est timide. Autre professeur renommé d'horlogerie à Morteau. Et là, ça a matché. Il m'a pris sous son aile, il m'a formé sur mon temps libre. Et puis en 2009, mon inspection m'a dit: écoute Florent, tu as l'air d'être très passionné par l'horlogerie. Est-ce que tu aimerais qu'on te forme à l'horlogerie? Et est-ce que tu aimerais plus tard enseigner cette discipline? Et donc, j'ai eu la chance d'être déchargé de cours pendant 2 ans, où j'ai été formé auprès de Thierry, de nombreux stages aussi, très variés, industriels, ou à la fois des stages chez des artisans, des petits artisans, où là, j'ai appris le métier. Alors, je n'ai pas appris tout du métier, ce n'est pas en 2 ans qu'on va être un horloger complet. Et j'ai commencé à enseigner en CAP, comme ça, un petit peu sur le tas. Et assez rapidement, je me suis vraiment passionné pour ça. J'ai commencé à faire des petites créations et à perfectionner mes compétences. Là, vous avez multiplié les montres-écoles tout seul, oui. Et puis jusqu'à devenir une petite activité parallèle à l'activité de l'enseignement. C'est ça. Donc j'ai toujours apprécié en fait dessiner, créer des montres. Je l'ai toujours fait. J'ai fait quelques pièces école.
Et puis, depuis 2020, j'ai une seconde activité qui est la création de montres avec ma marque à mon nom. Voilà. Mais je suis toujours enseignant et je suis ravi de l'être. Parfait. Madame Florence Burgère, principale du lycée de Morteau. Oui, Florence Burger, bonsoir. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. On est vraiment très, très heureux et très fiers d'être invités chez vous aujourd'hui pour vous présenter effectivement cette belle structure qu'est le lycée de Morteau. Un établissement de 1300 élèves, mais sur les 1300, eh bien, presque 200 horlogers. Voilà, sous statut initial en apprentissage aussi. 200 horlogers sur combien de... Sur 1300. Sur combien répartis sur combien d'années? Sur 3 niveaux de classe. Ok. Donc le CAP pour commencer en 2 ans. Ok. On apprend les bases. Ensuite, un BMA, les brevets des métiers d'art, encore 2 ans. Et puis, le diplôme complet, effectivement, équivalent Bac plus 3, le diplôme national des métiers d'art et du design. Théo vient d'en parler précédemment, qui regroupe là seulement 15 étudiants par promotion, puisqu'on arrive vraiment sur des domaines d'excellence avec la conception complète. C'est ça. Il s'agit aussi de pouvoir garantir à chacun un espace d'épanouissement post-formation. Ce sont des métiers exigeants. Et vous-même, vous avez un parcours, c'est un parcours spécial qui vous a amené à ce lycée? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis arrivée effectivement en 2020 à Morteau sans être une spécialiste de l'horlogerie du tout, sans même en avoir que très peu entendu parler très, très loin. Notre métier à moi, c'est vraiment du pilotage pédagogique, qu'il s'agisse d'équipes horlogères, d'équipes de formation industrielle ou de l'enseignement académique général. Donc j'ai envie de dire, finalement, l'objet est une chose, mais la mise en œuvre des équipes, l'impulsion des équipes, elle est constante, quel que soit le sujet. Voilà pourquoi je suis arrivée là, quoi. On continue. Monsieur Bastien Duval, professeur de gomme, crayon, papier, m'a-t-on dit? C'est ça, de collage de gommettes, et éventuellement briques de Lego. Alors je dis toujours souvent qu'est-ce que je fais, je leur apprends à dessiner des belles montres. Enfin, on essaye de leur faire dessiner des belles montres. Puisque l'idée que la laideur se vend mal, on connaît un petit peu cette citation de Raymond Loewy, je crois. Donc voilà, donc je suis prof d'art appliqué, prof de design, culture artistique et culture horlogère. Donc je leur enseigne aussi l'histoire de l'horlogerie, donc tout le patrimoine horloger, bien sûr. Les grands horlogers qui ont marqué un petit peu, qui ont jalonné l'histoire de la mesure du temps. C'est important de connaître ses ancêtres, quelque part, enfin ses ancêtres, ses aïeuls. Voilà. Et puis donc. Là aussi, qu'est-ce qui vous a mené au lycée de Morteau? Un peu le hasard quelque part, dans le sens où je ne suis pas originaire de la région, je viens de la région parisienne, mais après j'ai fait mes études en tant que dans le design graphique au départ, et après dans le design de produits, design d'objets. Et là, je suis arrivé dans le Jura à Dole. Bon, je vais faire court parce que j'ai un parcours un petit peu atypique, mais premier poste à Morteau en 98. Donc je suis arrivé à Morteau en 98 et j'ai eu en charge les classes d'horloger, de bijoutier aussi, puis d'autres classes. Et je me suis fait un petit peu spécialiste finalement. Et j'enseigne là essentiellement aux classes d'horloger et au niveau DNMAD, Bac plus 3. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Monsieur David Grandvuillemin, vous êtes directeur des travaux, c'est juste? Qu'est-ce que c'est? Pas des travaux. Pas des travaux. C'est pas moi qui gère les travaux du lycée. C'est vrai que c'est plutôt directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Donc je suis un petit peu le bras droit de Madame Burger. Qu'est-ce que ça signifie concrètement alors? C'est gérer tous les ateliers, toutes les formations, les examens qui sont justement spécifiques au diplôme professionnel. Il y a aussi les relations avec les entreprises, puisqu'on a beaucoup d'élèves qui vont notamment en stage, puisque c'est obligatoire lors de leur cursus. Gérer aussi les apprentis, gérer aussi, puisqu'on forme aussi des adultes. Donc c'est faire le lien avec le Greta du Houdou, pour qui on prête, quand on le peut, certains de nos ateliers. Voilà, donc je ne gère pas que l'horlogerie, je ne suis pas moi-même horloger. Au lycée de Morteau, il y a aussi de la bijouterie joaillerie, de la microtechnique, de l'usinage et on a aussi du décolletage. Donc je gère un petit peu tout. Et vous avez aussi un long parcours avec le lycée de Morteau ou... Alors moi, ça fait 23 ans que je suis au lycée de Morteau. Ok. Je n'étais pas forcément destiné pour venir au lycée de Morteau puisque les formations qu'on y trouve, que je viens de citer, ce n'est pas la mienne. Moi, je suis électrotechnicien de formation. Mais par le biais des mutations, je suis atterri au lycée de Morteau et voilà, j'ai commencé par ce métier-là, puis ça m'a plu et j'ai continué. Merci Alors, il y a beaucoup. peut-être un point que David n'a pas souligné et ce en quoi il m'est extrêmement précieux, c'est qu'il a aussi en charge le parc de machines-outils. La réflexion à conduire autour, sur quoi on investit, comment on maintient la maintenance, vers quelles nouvelles technologies on va, parce qu'effectivement,
l'horlogerie, on a tout un héritage, hein, je veux dire, on le reconnaît, hein, dans le patrimoine à l'UNESCO, entre autres, mais on a aussi un métier qui évolue et on a ce devoir, en tout cas nous, il nous le semble, d'avoir une veille technologique importante sur finalement peut-être quels sont les nouveaux outils dont on aurait besoin, quels sont les nouveaux process. Voilà, donc on tente des coups régulièrement. Et jusque-là, la chance nous sourit plutôt bien. Mais ça, je crois que les hommes de l'art pourront en parler. Mais effectivement, il arrive souvent avec une nouvelle idée de machine qui, sur l'instant, peut prêter à l'étonnement. Oh, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et puis finalement, une fois qu'elle est là, on commence à jouer avec, on approche la bête, et puis après on la maîtrise et on ne s'en passe plus. Donc effectivement, ça c'est un point quand même extrêmement important et pour lequel moi il m'est très très précieux, parce que c'est une compétence que je n'ai pas. Merci beaucoup. Ce qui fait une des forces du lycée, si on veut aborder le sujet, c'est vrai que l'équipement est très important. On a la chance d'avoir... J'ai l'impression que tout est important. Mais sans les machines, effectivement, on ne réalise pas ce qui a été dessiné ni ce qui a été construit. Il y a une vraie logique. Moi, j'aimerais qu'on reprenne depuis le début. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on rentre au lycée de Morteau? Est-ce qu'il y a une sélection? C'est sur concours? Est-ce qu'il y a un numerus clausus? Comment ça se passe? Alors, on a finalement deux systèmes parallèles. Je vais mettre de côté la formation pour adultes, hein, qui relève effectivement de la reconversion professionnelle via les Greta, on l'a entendu parler tout à l'heure. Donc là, on a affaire à des adultes, soit en reprise d'emploi, soit en changement de métier. On va rester sur les jeunes. Sur les scolaires, on a finalement les jeunes, deux grandes voies. Il y a naturellement l'apprentissage, hein, je veux dire, qui, pour nous, c'est plus d'une 50aine de jeunes apprentis qui ont signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise en France et qui se forment au CAP ou au BMA suivant leur niveau de diplôme. Pour les autres, sous statut scolaire, on entre en sortant de collège, il n'y a pas de concours. Les procédures de recrutement, elles sont cadrées nationalement. On a la chance, dans la mesure où il s'agit d'un CAP exigence particulière, d'avoir un processus d'ouverture qui est sur l'ensemble du pays. Donc on a des jeunes de 14 ans qui, par choix, par passion déjà pour l'horlogerie, font le choix de quitter la famille, la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, pour venir à Morteau, à 14 ans, en internat, y rester aussi la semaine. Ils sont nombreux dans ce cas-là. Donc la sélection se fait uniquement sur le dossier scolaire. À l'entrée, pour les deux premiers diplômes, CAP, BMA, c'est souvent une poursuite d'études après le CAP. Pour le diplôme national des métiers d'art et du design, dont on a parlé tout à l'heure et qui donne l'équivalent d'une licence universitaire qui permet de poursuivre après en école d'art pour ceux qui le souhaitent. Là, c'est une affectation comme tous les diplômes post-baccalauréat, qu'ils soient universitaires ou de grandes écoles, via la plateforme dont on parle si souvent, appelée bien. Très bien. Ça, c'est une partie commune. Le lycée de Morteau n'est pas la seule école d'horlogerie de France. Ça, c'est vraiment une partie commune à toutes les écoles. C'est commun, non dérogatoire pour toutes les écoles publiques, parce qu'on parle bien là aussi d'une formation qui est absolument gratuite pour les élèves. Très bien. Très bien. Donc, c'est pas l'élément distinctif pour l'instant. Ça, c'est un élément commun avec toutes les écoles d'horlogerie. Qu'est-ce que... Alors, on a vu l'entrée, on a vu qu'effectivement, il y a un programme à plusieurs niveaux, avec des acronymes que j'ai notés, mais que je n'arrive jamais à... Que je vais pouvoir redétailler à nouveau. Voilà. Mais il y a une partie qui est apparue déterminante dans chaque contact que j'ai eu pour préparer cette discussion, c'est la sortie, c'est la partie finale. Et cette partie finale, j'aimerais bien que vous entendre là-dessus, tous, parce que ça semble essentiel, et c'est la fameuse montre-école. Oui, je vais laisser les professeurs s'exprimer là-dessus, mais pour compléter votre propos, je crois que les caractéristiques majeures du lycée Edgar Faure, pour avoir vécu aussi des directions d'établissement ailleurs, c'est qu'il y a un très fort sentiment d'appartenance à l'établissement. Il y a une notion collective extrêmement importante en horlogerie, c'est-à-dire qu'il s'agisse des jeunes étudiants ou des enseignants, on a affaire à des gens qui ont une passion pour ce qu'ils viennent faire. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument indéniable. On a des gens passionnés qui viennent là par choix, qui ont des envies
et un sens du collectif et d'appartenance à l'établissement. Ça, je crois que vraiment, c'est quelque chose qui nous distingue. Ça, c'est un aspect déterminant. Hein, c'est effectivement. Je le pense, c'est ce qui permet d'aller plus haut. Ça explique une partie de l'émulation qui est autour de l'école. Absolument. On y reviendra parce que j'ai envie qu'on. Et l'émulation, elle passe qu'on détaille effectivement ça. autour d'une pédagogie qui est vraiment celle du projet. Et là, les enseignants qui sont là et Théo qui l'a vécu en parleront mieux que moi, mais vraiment, on est dans une dynamique de projet. Alors, par quoi on commence? Par ceux qui ont fait. On commence par vous, Théo. Avec Parce plaisir. qu'on voit sur l'écran. Oui, c'est un petit peu ce que je voulais compléter sur votre propos. Alors c'est vrai qu'il y a un gros projet en fin d'année, ça c'est vrai, mais il y en a plein avant. En CAP, on commence déjà à avoir une gestion de projet, du design, un petit peu de conception, parce qu'on a déjà des cours de construction horlogère en CAP, où on voit vraiment la base, comment ça marche et pourquoi ça marche pas surtout. Et ensuite, en BMA, donc on va petit à petit approfondir ces items-là, que ce soit en conception, que ce soit en design ou que ce soit vraiment en technique pure. Et ce BMA est sanctionné à la fin. On doit rendre un projet. Et ce projet, c'est une montre Alors, finie, dans c'est notre quoi? cas, c'était un mouvement de pendule de Paris, la base technique, et la base esthétique, c'était l'architecture contemporaine. Voilà, ma pièce s'est inspirée de l'Opéra de Lyon. Voilà, il y a eu plein de projets de BMA absolument superbes, mais celui que je connais le mieux, Donc c'est le mien. donc à chaque étape, il y a une réalisation Voilà, exactement. construite autour d'un cahier des charges technique et esthétique. Exactement. Si j'ai bien compris. C'est ça. Et on va exactement entrer dans la même démarche pour le DNMed. Donc là, je pense que vous pourriez peut-être mieux en parler, mais là, on a sur la table le premier projet qu'on fait quand on arrive en DNMed, qui est le tellurium. Et là, j'ai bien envie de vous laisser la parole. Donc pour en parler. le DNMed, c'est le diplôme national Des métiers d'art Voilà, et du design. voilà. Ok. Donc, Merci. mais ça intervient après la formation de base. Hein. Donc ça peut. Oui, ça peut. C'est-à-dire que avant, il y avait une formation qui s'appelait le DMA, Diplôme des métiers d'art, où on était obligatoirement, où si vous voulez, le BMA, le niveau BMA était requis. Maintenant, le DNMed, c'est un petit peu plus différent. Il y a des personnes qui viennent de tous horizons. J'entendais des gens cette année qui comptaient rentrer en ayant fait Mathsup, Mathsp, enfin des choses très, très techniques. Il y en a qui ont fait des prépas d'art appliqué, d'autres des écoles d'art appliqué. Donc, en fait, si vous voulez, toutes ces vues se mélangent. Donc on n'a pas forcément suivi un cursus d'horloger. Voilà, pas pour le DNMed. Le DMA, oui, il l'était avant, mais le DNMed, pas forcément. Ok. Voilà, Alors, on arrive effectivement sur les... Pardon. Peut-être pour préciser effectivement cet acronyme, pour le recaler dans un contexte plus européen, c'est un bachelor en fait. Voilà, très nettement, qui permet une poursuite en master pour ceux qui le souhaitent. C'est le principe LMD, les 180 ECTS communs à toute l'Europe continentale. Donc ça, on est au bachelor. C'est ça. Ok. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe que font les bachelors? Voilà, on va rentrer dans le détail. En fait, donc, ce qui fait vraiment la spécificité du lycée de Morteau, c'est cette pédagogie qu'on a à cœur, l'équipe enseignante, vraiment toute l'équipe enseignante, de travailler avec ce qu'on appelle une pédagogie par projet, où on va enseigner des compétences, des connaissances théoriques, des savoirs, à travers un projet. Et en fait, tout au cours de cette formation, en première année, deuxième année, troisième année d'ENMED, on va les initier à la création à travers divers projets, où là, c'est un projet pluridisciplinaire, où différentes disciplines vont intervenir. On commence par la philosophie. On a vraiment une entrée philosophique du projet, où là, il y a un vrai questionnement avec une problématique à laquelle ils doivent répondre. De cette problématique va découler des idées de design qui vont servir au design. Ça, c'est mon collègue Bastien qui On saura... parle de quoi? Reprenez là sur la question de la... Une question, pardon, on part d'une question... Ouais, de donner un exemple. Ouais. C'est Bastien qui va prendre le relais. Bastien, vas-y. Là, on va plutôt parler du projet de fin d'études, donc de troisième année, là, pour la partie, on va dire, cette dimension philosophique ou conceptuelle, c'est-à-dire cette réflexion qui est, on va dire, le préalable au projet.
Et effectivement, on leur impose ce qu'on appelle un territoire d'études. La première année, c'était l'indicible. La deuxième année, c'était sous forme de questions, c'était qu'est-ce qui nous manque pour être heureux. On sortait du confinement. Ce qui sous-entend quelle montre il nous faudrait pour être heureux ou quel bijou il nous faudrait pour être heureux, parce qu'on a aussi un DNMAD en bijouterie joaillerie. Donc clairement, On parle... il s'agit de réfléchir Oui. l'objet du temps en dehors de simplement sa dimension technique. C'est ça. Exactement. Et cette année, par exemple, dont le parrain est aussi un ancien élève qui est passé par la formation, qui s'appelle John Michael Flo, que vous connaissez peut-être, qui est à la HCI aujourd'hui, qui fait des horloges automates. C'est un horloger créateur automatier, pardon. Et donc cette année, le thème, c'est « Nous ne sommes pas des robots ». Donc si nous ne sommes pas des robots, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qu'un être humain, etc. Qu'est-ce que ça implique ? Donc en fait, à partir de là, les étudiants doivent réfléchir, développer en fait ce qu'on va appeler un champ d'études, pour ensuite définir des axes de recherche qui doivent, on va dire, étayer par rapport à des références associées à la création de manière générale, la création dans le domaine des arts appliqués, de l'architecture, du design, etc. Donc ça, c'est le préalable au projet, c'est le point de départ. Et après, donc, dans la partie design, la partie création, ils vont développer des pistes. Donc là, ça va commencer à se formaliser de manière plus concrète. Il y a une grosse recherche documentaire aussi, des références iconographiques, un travail d'analyse, de recherche et d'analyse de l'existant. Alors très concrètement, comment ça se passe ? Il y a une bibliothèque dans le lycée. Alors bien sûr, on a une bibliothèque. La documentation, elle vient d'où ? La documentation, alors c'est la jeune génération, elle vient aussi beaucoup d'Internet. Vous savez, maintenant, on tape des sujets de recherche sur un moteur de recherche. On peut déjà avoir accès même à des sujets de thèse tout à fait intéressants. Mais après, on peut aller plus loin si on veut vraiment aller... Moi, je les incite souvent à aller au CDI pour aller voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a aussi, à côté, proche de chez nous, une bibliothèque magnifique qui est la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, qui fait partie d'un réseau de bibliothèques avec une documentation très riche. Et si on veut vraiment rentrer dans le détail, c'est-à-dire dans l'horlogerie, on a aussi la documentation qui existe au Musée international d'horlogerie, qui peut être intéressante pour vraiment l'aspect technique et purement horloger. Voilà. Et le Musée du Temps, bien sûr, merci Théo. Voilà, le Musée du Temps qui se trouve à Besançon. Donc l'idée, c'est d'enrichir son travail. Donc ça commence par une réflexion, un texte. Exactement. Avant un mémoire avant de toucher qui doit faire 10 000 signes. C'est comme ça, c'est dans le référentiel. Il doit faire 10 000 signes. Bon, il est accompagné d'annexes, de notes de bas de page, d'illustrations, etc. Donc ça, c'est le préalable au projet. Donc c'est le point de départ. Et à partir de là, après, ils ont un cahier des charges. Là, on rentre plus dans le domaine technique, avec des contraintes parfois qui sont, on va dire, décidées avec le parrain, parce que chaque promo, en général, a un parrain. Cette année, c'est John Michael Flo. L'année dernière, c'était Arnold Henson et, on va dire, la Joux Perret. L'année précédente, c'était Olivier Maury, qui a aussi sa marque de montre qui s'appelle Skill Watch. Voilà, donc on a eu comme ça aussi un ancien du lycée. Et l'an prochain, c'est Herbelin, donc une entreprise horlogère française qui se trouve près de chez nous. Donc on est très content. On a déjà d'ailleurs travaillé avec Herbelin. C'était la promo 2001, parce que j'étais déjà au lycée en 2001. Et à l'époque, les étudiants avaient développé un tourbillon. Donc voilà, avec la promo Herbelin. Donc on revient encore là. Donc on revient, puis alors après on arrive à la partie technique, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc il y a toute la partie artistique, design qui est faite avec Bastien. Ensuite, la partie suivante, ça devient la partie technique où ils doivent traduire cette recherche de design, cette fois-ci en une conception concrète, où ils vont modéliser en 3 dimensions avec divers logiciels l'objet qu'ils ont pensé en design. Donc là, on va justement intégrer toutes les contraintes techniques du cahier des charges. Donc chaque élève va proposer sa propre version de son projet. Et la suite logique, c'est de le fabriquer. Et c'est ce qui fait vraiment une de nos spécificités. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au projet, au produit fini. On y attache beaucoup d'importance. Donc on a toute cette démarche de design, de conception. Et on garde également cette démarche de fabrication où là, on est à l'atelier. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on a sur la table ? Alors, donc, la pièce école, la pièce de fin d'études, elle n'arrive pas comme ça. On n'arrive pas à faire une montre à sonnerie au passage si facilement en 3 ans. Vraiment ? Donc, il y a tout un cheminement
il y a tout un cheminement avec divers projets, plus ou moins complexes. Et puis, l'un des premiers projets, on l'a devant les yeux, c'est le tout premier projet qu'on leur propose, c'est de designer, de construire et de fabriquer un tellurium. Donc un tellurium, c'est une petite maquette qui va simuler la rotation de la Terre et de la Lune autour du Soleil. Et là, chaque élève va faire sa propre proposition selon ses affinités. Donc là, on a un joli tellurium inspiré de la science-fiction de Star Wars. C'est celui qui est ici. Voilà. Et bien sûr, après, on va le fabriquer à l'atelier. Alors l'intérêt de ce projet-là, c'est que c'est un projet de grande dimension. Et pour nous, à l'atelier, on va leur enseigner toutes les bases de la fabrication des composants. C'est plus facile de commencer sur des projets relativement imposants, dont les dimensions sont quand même plus éloignées que celles d'une montre. Et petit à petit, au fur et à mesure des projets, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec des projets de plus en plus difficiles, complexes et petits. Et alors, à quel moment est-ce qu'on arrive sur la montre ? Le projet suivant, ça c'est le premier projet, le projet suivant est très intéressant je trouve, c'est celui qu'on avait sous les yeux, c'était la première montre. Donc où on leur demande par exemple d'acheter un mouvement d'occasion sans boîte, donc un mouvement qu'ils doivent acheter sur eBay, sur une brocante, et là on leur demande de concevoir et de fabriquer tout l'habillage qui va autour de ce mouvement. Donc ça peut être une pièce ancienne par exemple, et là chaque étudiant doit concevoir, fabriquer son habillage complet, c'est-à-dire boîte, cadran, aiguille. Et là, je vais peut-être laisser la parole à Théo parce qu'il a la sienne. C'est celle qu'on a vue. Alors, non, celle qu'on vient de voir, c'est celle de Robin Longchamp. Donc ça, c'est un projet de fin d'année. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci. Alors, parlez-nous de cette montre. Le but de cette montre-là, donc j'ai récupéré un mouvement qui est le phare du début 20e, qui n'avait de mémoire plus de... Alors je vais rentrer un peu dans la technique pour ceux que ça intéresse, mais il n'y avait plus d'axe de balancier, plus de double plateau, l'échappement était vraiment très mal en point, il y avait plusieurs pivots enlevés, enfin voilà, il y avait un gros travail de restauration dessus, et j'ai voulu pousser le travail un petit peu plus loin en faisant plus de la rénovation, parce que là on va vraiment remplacer tous les états de surface. Toutes les finitions ont été refaites, le plaquage a été refait, donc là on va vraiment au-delà de ce qu'on appelle de la restauration en termes. Et on va même au-delà de ce qui est demandé, à ce que je comprends. Oui, c'est ça, hein. Justement. Donc on peut, l'étudiant a le choix aussi d'aller aussi loin qu'il veut. C'est justement un élément de réponse à votre question. Pourquoi le lycée de Morteau plutôt qu'un autre ? C'est la liberté qu'on nous laisse. Au sein même des projets. Regardez, là, vous avez la même consigne. Vous n'en avez pas un seul qui se ressemble de ces 3 telluriums. Alors imaginez sur le reste de la promo, il n'y en a pas un pareil. Pour les montres écoles, là, on en a quelques exemplaires. Il n'y en a pas une qui se ressemble non plus, si vous voulez. Donc c'est vraiment peut-être l'une des... Et techniquement, tant bien techniquement qu'au niveau du design, j'entends. À partir Parce que du là, même, restez sur c'est celle-là. Non, c'est plus celle-là. Oui, c'est celle-ci. Restez sur cette montre. Décrivez-nous cette montre. Déjà parce que alors, si je comprends bien, ce projet-là, la montre, elle part aussi de la partie philosophie, réflexion, ou c'est plus technique. C'est un peu moins important sur ce projet-là, parce que là, c'est le deuxième projet en fait qu'ils élaborent dans leur cursus. Okay. Donc on va dire que la dimension philosophique, conceptuelle, elle est présente. Il y a toujours une démarche qui doit être étayée, réfléchie, justifiée, argumentée. Mais on va dire qu'on ne va pas aussi loin que sur le projet de dernière année, sur le projet de diplôme. Mais il y a quand même derrière une vraie démarche. Alors Théo, Si faites-nous la défense de cette montre. Oui, non, si je peux me permettre juste de rajouter un petit truc. C'est vrai qu'on ne va pas aussi loin, mais on peut aller très loin en termes de design et de source. Par exemple, sur la montre que vous avez là, moi j'ai voulu un petit peu m'essayer techniquement sur des nouveaux matériaux et puis apporter du sens. La carrure que vous voyez là, composée de plusieurs éléments, vous avez la carrure elle-même qui est en titane, mais ce titane provient d'un Mirage 3 qui a été à l'abandon et donc vendu pour pièces. Et les cornes sont faites en imprimante 3D, donc en inox. Donc le but c'est aussi d'essayer plusieurs techniques. C'est des projets où clairement
Non pas l'erreur est permise parce que c'est pas le projet de dernière année, mais on peut essayer des choses. Et on a le droit de dire, bah voilà, on a essayé un truc, la technique ne marche pas pour cette chose-là. On est là aussi pour apprendre. Et quelqu'un qui ne fait pas de bêtises, selon moi, n'apprend pas beaucoup. Mais voilà, c'est une vision de l'esprit très personnelle. Voilà. Et c'est là que, pardon, j'interviens, et c'est là que je m'aperçois que Théo a tout compris des enseignements qu'il a reçus. C'est donner du sens à ce qu'on fait. Voilà, il l'a précisé, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Ça, je crois que c'est très important. Et s'approprier finalement ce travail, faire de l'exercice son propre travail, quoi. Oui, et puis oser aussi. Il l'a dit, hein, on essaie de laisser à nos étudiants une liberté aussi, au-delà, bien sûr, hein, une exigence très forte sur le respect des cahiers des charges, des attendus du diplôme, le fameux mémoire, enfin bon, toutes ces choses qui peuvent parfois être difficiles à accepter. Mais au-delà de ça, effectivement, soyez créatifs, soyez inventifs, cherchez des choses, trompez-vous. Essayez, on met à votre disposition finalement un parc de machines énorme. Là, on parlait de prototypage en inox. Théo n'aura pas la chance de le connaître, mais là, on passe sur du prototypage céramique, par exemple. Donc voilà, on essaie de mettre à disposition de nouveaux outils pour que eux, ces jeunes créateurs de demain, puissent aller s'expérimenter, tester des choses. Donc voir ça, si c'est ça la marche. partie parc machine aussi. Absolument. Donc Absolument. dites-nous quelques mots là-dessus. Vous faites de la veille technologique. Comment vous construisez ce parc machine? C'est souvent au feeling. Donc je vais souvent dans les ateliers, je les regarde travailler. Et donc quelquefois, quand je vais dans les salons, je vois des nouveaux équipements et je me dis, tiens, ça pourrait peut-être être utile aux collègues. Et puis, quand on les amène, quelquefois, ils regardent ça d'un petit peu loin. Ils se disent, tiens, c'est bizarre ton truc, non, on ne va pas y toucher. Mais ils vont quand même regarder. Puis après, ils se disent, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et puis, ils commencent, et puis après, ils continuent. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé au lycée de Morteau, on avait beaucoup de machines traditionnelles, les tours Chaublin, des fraiseuses. Et donc, on a commencé par une machine à commande numérique, puisque à l'époque, j'avais vu que certaines tâches, donc par exemple, ils coupaient beaucoup de choses au boc-fil. Mais bon, une fois qu'on sait utiliser un boc-fil, il n'y a plus d'intérêt à continuer à faire des pièces avec ça. Donc on avait acheté une commande numérique pour justement simplifier après certaines tâches. Et puis finalement, force de constater qu'ils s'y sont mis, alors que c'est pas forcément dans... Un horloger, on ne lui demande pas forcément de savoir utiliser une machine à commande numérique. Mais ils ont tout de suite vu l'intérêt de ce que ça pouvait apporter. Et après, on voyait les élèves faire la queue derrière la machine, parce que ça pouvait leur faire des pièces. Et de fil en aiguille, on a étoffer ce parc machine pour pouvoir toujours, puisque les élèves font des projets qui sont de plus en plus ambitieux. Et c'est vrai que les projets, quand ils commencent à être ambitieux, il faut faire de plus en plus de pièces qui peuvent être complexes et qui nécessitent des techniques différentes. Donc on étoffe le parc pour essayer justement qu'eux puissent finaliser vraiment, puisque comme l'a dit Monsieur Lecomte, on essaie vraiment dans la mesure du possible, de faire l'intégralité d'un garde-temps au sein du lycée. Laurent Lecomte, vous confirmez l'importance du parc machine sur le développement des étudiants, sur les envies. Alors, oui, exactement. Dans la chance, c'est vraiment une chance, et les élèves en sont conscients, je pense, d'avoir à notre disposition un parc machine complet. Alors je précise, c'est un parc machine à la fois traditionnel. On a besoin de ces machines-là, ces machines traditionnelles, parce que nos élèves seront amenés peut-être à travailler sur des machines traditionnelles s'ils font de l'artisanat. Des machines également, mais très pointues, modernes, qu'on peut retrouver dans les grandes manufactures. On a fait l'acquisition d'une machine à électroérosion à fil il y a peu de temps, une impression 3D céramique. Et tous ces moyens-là, on les met à la disposition des jeunes, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on les forme. On n'est pas un métier qui est destiné à former des usineurs, on les forme à la commande numérique. Les jeunes, à la fin de la 3e année, usinent eux-mêmes leurs pièces sur une commande numérique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard, ces jeunes-là pourront, s'ils le souhaitent, intégrer un atelier de prototypie, où là, ils sont destinés à concevoir, fabriquer et assembler, ou pourquoi pas rêver d'indépendance par la suite. Et c'est tout ce panel de compétences, ce panel de machines qu'on leur met à disposition, qui fait aussi la richesse de l'enseignement. Alors dans les caractéristiques aussi peut-être de l'équipe, M. Lecomte souligne bien que les nouvelles machines sont mises au service des élèves, mais elles ne le seraient pas sans l'engagement des professeurs.
et là c'est le proviseur qui parle, quand on amène de nouvelles machines, ça veut dire aussi que les équipes doivent pouvoir s'en saisir, doivent pouvoir les maîtriser et sont elles-mêmes amenées à être en formation continue, quasi permanente, pour aussi monter en compétences, parce qu'elles n'ont pas été forcément formées initialement à ces machines qui n'existaient même pas, d'ailleurs pour certaines d'entre elles, au moment où nos professeurs ont mis les premiers pas dans le métier. Donc moi je souligne vraiment cet engagement, parce que sans l'engagement des équipes enseignantes aussi, pour se maintenir à niveau et aller voir plus loin, nos étudiants ne bénéficieraient pas des mêmes conditions d'études. Et il y a une polyvalence au sein du collège de professeurs, c'est-à-dire que vous, par exemple, Bastien Duval, vous êtes capable d'aller derrière une machine aussi, de comprendre Alors là, comprendre peut-être un petit peu, de là, aller derrière la machine, non, je pense pas. Par contre, je me suis quand même initié à l'horlogerie très rapidement quand je suis arrivé au lycée à Morteau, puisque j'ai passé mon CAP en candidat libre. Et donc c'est déjà, voilà, à cette époque-là, je me suis passionné par l'horlogerie, par ce métier. Et globalement, bah, voilà, je sais un petit peu bricoler. Hein, après, parallèlement, j'ai des passions qui m'ont amené à travailler la mécanique, hein, puisque j'ai restauré des voitures anciennes pendant quelques années. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste quand même un petit peu de la mécanique. Et puis, par contre, sur les logiciels de construction qu'on utilise habituellement pour modéliser, je dirais, les objets, hein, le tellurium, par exemple, les projets carrure et le projet de fin d'année, bon, bah, je me suis formé. Et donc, là, je peux passer derrière SolidWorks sans problème. Hein. Après, par contre, je ne vais pas aller jusqu'à faire les plans techniques avec la cotation, les jeux fonctionnels, etc. Là, ça relève du domaine de compétences de mon collègue de construction et de mécanique, Jean-Marie Desgranges, qui est aussi un des piliers en tant qu'enseignant formateur au lycée de Morteau. Voilà. Moi, j'aimerais bien revenir à Théo. Donc, qu'est-ce que vous avez appris avec cette première montre ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Ouais. Que ça ne marche jamais du premier coup. Que faire des essais avant, c'est bien. Et non, mais en fait, simplement, on a une petite vue, parce que bien sûr, c'est un prototype hein, qu'on réalise. C'est quelque chose de réaliser un prototype. C'est encore autre chose de faire une petite série, et la production industrielle, n'en parlons pas. C'est vraiment, voilà, c'est autrement, c'est d'autres problématiques. Et non, qu'est-ce qu'on y apprend ? On apprend la rigueur, pas de souci. On y apprend la rigueur, l'organisation aussi de son temps. L'autonomie énormément, parce que bon, les heures qu'on passe à l'école, voilà, on en fait quoi, à peu près le double chez soi, que ce soit sur les dossiers, ou parfois même quand on a la chance d'avoir un petit peu de matériel chez soi, de pouvoir continuer soit carrément à usiner, soit à régler ses pièces, à regarder ce qui va pas, et essayer de corriger au fur et à mesure. C'est aussi beaucoup de temps de recherche sur des matériaux, sur des principes techniques, sur aussi des principes esthétiques, et donc de la recherche historique. Donc c'est vraiment très complet, et quand on est passionné de ça, passer son temps là-dessus, il n'y a aucun problème, aucun. Donc c'est vraiment le pied, quoi. Ok. On continue, on remonte. Après cette première étape, cette première montre, on arrive à quoi ? Alors cette fois-ci, on arrive au projet de fin d'études. Donc là, elles arrivent en toute dernière année. Et c'est là qu'ils vont pouvoir réinvestir toutes les compétences qu'ils ont acquises au cours des projets précédents. Et là, on arrive justement à la pièce de fin d'études, qui fait un petit peu la réputation, notre fierté en tout cas, la pièce de fin d'études. Alors la pièce de fin d'études, ça fonctionne comment ? Chaque année, en partenariat avec un parrain, on en a parlé tout à l'heure, une entreprise qui va nous parrainer, eh bien, on va constituer un cahier des charges avec lui. Ça peut être divers et varié. Il y a peu de temps, on a ajouté à une montre automatique On nous a confié une montre à tourbillon, et le cahier des charges, c'était y ajouter un module automatique. Alors, il y a un vrai intérêt pour le parrain, c'est-à-dire qu'on va mettre nos 15 étudiants sur ce projet-là. Les 15 étudiants vont proposer leur propre version de la complication, et ensuite on va les fabriquer. Et il y a un vrai échange qui se fait entre les enseignants, le parrain qui vient fréquemment au lycée, et on aboutit en général à des produits, à des projets vraiment aboutis. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a à cœur de réaliser, d'aller au bout du projet. Et quand je dis réaliser, c'est pas fabriquer que ça fasse tic-tac, c'est aller jusqu'à l'emboîtage, le produit fini, décoré.
Et c'est vrai que les élèves prennent beaucoup de plaisir dans toute cette démarche de création. C'est combien de temps, là, ça prend combien de temps, cette création? Alors, c'est court. Hein. Bastien, tu veux en parler un petit peu peut-être? Oui. Le projet de fin d'études, en fait, il s'élabore, il se déroule sur finalement 9 mois de l'année. Donc c'est très court. Donc il y a tout ce travail, bien sûr, dont on a déjà parlé, de recherche, de documentation, d'analyse, de mettre un petit peu en place les différentes idées. Ensuite, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, on essaie de trouver des réponses, des solutions pour la complication. Donc là, il s'agissait de développer un système de remontage automatique sur la base d'un mouvement mécanique simple, mais avec tourbillon, je précise aussi déjà. Et ensuite, les solutions esthétiques, bien sûr, hein, parce que l'esthétique a son importance déjà au niveau des pièces mécaniques, hein, l'architecture du mouvement, la forme des ponts, etc. Et puis, bien sûr, l'habillage. Et puis, il commence en gros à usiner les premières pièces, je dirais, au février-mars, dans le meilleur des cas. Et donc après, ils sont charrettes, hein, comme on dit dans les écoles d'architecture. Et ils travaillent, comme disait Théo, en fait, presque jour et nuit. C'est très intense, hein, c'est la dernière ligne droite. Ils sont sous pression pour arriver à finir, à aboutir leur projet. Et que ça soit donc après validé par un jury. Donc ils présentent bien sûr toute la démarche complète. Et là, je vais revenir un petit peu sur peut-être une étape qu'on a oubliée, c'est-à-dire que le projet Carrure, par exemple, qui font, on va dire que l'intermédiaire entre le projet Tellurium et le dernier projet de fin d'études, le projet Carrure, en fait, on va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à faire l'étude promotionnelle en fait, de la montre, c'est-à-dire la campagne de pub. Donc l'aspect un petit peu marketing, créer son propre logo. Théo d'ailleurs a créé son propre logo, je me rappelle. Alors là du coup c'était quand il était en brevet des métiers d'art, en BMA, qu'il utilise encore aujourd'hui. Donc concevoir son logo, son monogramme, envisager donc la dimension un petit peu marketing, communication de son produit, c'est aussi quelque chose qu'ils envisagent. Alors c'est pas leur métier, mais voilà, ils s'initient aussi à ça, et ça c'est donc dans le cours d'art appliqué. Donc voilà. Donc, et la gestion, bien sûr, gestion de projet et la gestion comptabilité où ils doivent envisager, donc bien sûr, faire un calcul du coût de revient d'un prototype et éventuellement donc, le prix de revient. Enfin bref, c'est assez complet en fait. Là, on peut s'arrêter peut-être sur la montre. Là. C'est votre montre école, celle-là. Oui, c'est ça. Donc la demande était à la base sur un calibre fourni par Arnold Denson, donc automatique, d'y ajouter une planche additionnelle, un module additionnel de sonnerie au passage avec heure sautante. J'ai choisi d'aller un petit peu plus loin Hyper simple. Alors, pour que ça fonctionne bien, rien n'est simple. C'est très compliqué de faire ça. Il y a une espèce de gradation dans la torture ou c'est... Ils aiment ça, il faut le dire. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que la pièce qu'on voit là, le cahier des charges, c'était une heure sautante avec sonnerie au passage. Donc à chaque, c'est quoi une heure sautante avec sonnerie au passage? À chaque changement d'heure, donc on a un son, un ding qu'on entend. Et notre ami Théo, lui, ça ne lui a pas suffi. Il est allé encore plus loin. Et Théo, tu vas présenter ton projet. Et voilà, non, on en est arrivé à une sonnerie au passage de l'heure, mais avec décomptage des coups. À 5 heures, ça vous sonne 5 coups, voilà, pour faire extrêmement simple. Ce qui peut paraître extrêmement facile à dire comme ça, mais en fait, ce qui revient à construire, on le voit sur le pont supérieur ici, à reconstruire à replanter tout un mouvement en fait sur le dessus de la platine. Il faut préciser que quand on a ce type de déclenchement et ce type de système de sonnerie, on a besoin d'une seconde source de force, de motricité. Et donc cette source-là, donc un deuxième barillet, est lui aussi piloté par leur montage automatique. Donc il y a très peu, même dans des grandes sonneries, à ma connaissance, de grandes sonneries automatiques, il y en a peu. Il y aura relativement peu. Donc vous vous êtes vraiment simplifié la vie là. Ah, complètement. Et ensuite, le but, ça a été de prendre le système de déclenchement d'une grande sonnerie, alors pas tout le principe, mais uniquement celui-là. Le principe de déclenchement pour le calquer sur un limaçon et un râteau, comme on voit dans la plupart des montres à sonnerie.
Et voilà, faire vraiment une sonnerie avec les heures basée sur une construction de grandes sonneries qu'on trouve dans plein d'archives depuis le 19e siècle, mais un petit peu avant. Et d'essayer ensuite de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut y apporter. Alors j'y ai apporté par exemple entre guillemets un nouveau matériau, un bronze. Là c'est très bien, on voit aussi la montre d'un ami Joseph. Donc là c'est exactement la même demande, c'est le même mouvement, mais vous voyez les différences de choix au niveau des rendus. Donc c'est ça le principe, à partir d'un même cahier des charges, chaque étudiant arrive à un résultat qui lui est propre. Hein. Voilà. C'est ça. Poursuivez poursuivez parce que une fois que le choix de la technique a été posé, vous avez trouvé des solutions pour chaque problème. Après, vous êtes encore simplifié la vie avec un matériau qui n'existe pas. Alors, à ma connaissance, j'ai eu la chance de visiter le PHJ et de voir les dernières sorties, les derniers matériaux qui étaient présentés et de discuter avec une firme métallurgique qui avait un bronze à l'aluminium assez intéressant. Et je sais pas, je pense qu'on la reverra plus tard, mais quand on prend la montre de champ de côté, on voit comme un léger damassé en fait sur tout l'aspect. Et ça, c'est quelque chose, c'est une patine qui se prend complètement naturellement. Et le truc qui est génial, c'est que c'est un matériau qui est vivant. Vous la faites tomber, vous la rayez dans 2 semaines. Si vous la portez bien avec l'environnement, les acides contenus dans la transpiration, parce que c'est archi agressif quand même un poignet. Vous avez la patine qui revient normalement et qui se stabilise et qui ne bouge plus. Ça fait partie déjà du marketing ou c'est Oui, bien sûr. On pourrait imaginer le storytelling à partir de ce matériau, mais ce qui est important, en fait, je crois aussi, dès l'instant où on est étudiant dans ce type d'études, c'est de faire de la veille technologique et de se tenir un petit peu informé justement des différents matériaux qui existent et qui se créent. Voilà, je crois que c'est très important en fait ça. Et donc je trouve que la démarche est tout à fait intéressante en tout cas. Alors j'aimerais qu'on continue. Le choix du matériau, et puis après il y a la partie design, parce que la boîte en elle-même, pour rester sur la boîte pour l'instant, oui. Elle n'est pas du tout commune. Elle n'est pas du tout commune. Alors forcément, on a toujours des sources d'inspiration qui traînent un peu à droite à gauche, que ce soit en horlogerie ou dans d'autres domaines. Là, c'était quoi par exemple ? Là, j'avais choisi d'axer sur le milieu de la voile du début du XXe siècle, fin 19, début 20e. J'ai toujours été fasciné par le sens de la courbe, qui est quelque chose de ma foi très organique et piloté par l'hydrodynamique des coques, mais aussi l'aérodynamique des voiles, et pas mal de choses. Il faut lire le dossier pour... Le sens de la courbe, ça c'était un des thèmes philosophiques, non ? Ou de la contre-courbe. L'une ne va jamais sans l'autre, rarement. Non, mais... Donc une réflexion de fond sur la boîte elle-même. Mais vous avez beau avoir une réflexion de fond sur le concept, une réflexion de fond par composant, à mon sens, le plus compliqué, c'est de faire le lien entre tout ça. C'est d'avoir une cohérence, c'est d'avoir, pas forcément esthétique, du moins dans l'immédiat, mais une cohérence de fond dans ce qui est raconté, et ensuite on adapte, on module, les compromis viennent ensuite. C'est comme ça, à 22 ans, que je conçois la chose, ça aura largement le temps d'évoluer. Il y a eu de la place pour les compromis là, sur cette création ? Oui, quand même. Oui, un petit peu technique. Et puis au niveau du design, parce que certains artistes, je pense aux architectes, ont une chance, c'est de s'exprimer sur des volumes qui sont énormes. Je parle de quelque chose que je connais moins, certes, mais il y a vraiment une autre dimension. Tandis que là, vous vous exprimez dans une boîte qui fait 43 mm par 12-13, vous n'en sortez pas. Et c'est le défi pour moi de faire rentrer le design esthétique, la conception et le sens que vous voulez mettre dans tout ça, dans ce tout petit volume. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a en ce moment à Genève tant de salons d'horlogerie et tant de passion pour ces tout petits objets. Restez sur la montre. Parlez-nous encore un peu de cette montre parce que
au niveau de la construction elle-même, au niveau de l'esthétique. On a parlé d'esthétique des composants au moment de la première complication, quand il s'agissait de mettre un module automatique ou un mécanisme automatique sur un tourbillon. Ça, sur la promotion avant nous. Là, on est sur une réalisation qui est complètement architecturée. C'est-à-dire on est sur des niveaux, on a l'impression qu'elle est extrêmement profonde au niveau de la technique. Il y a déjà une esthétique particulière là. Tout à fait. Alors je tiens quand même à féliciter votre équipe à l'image parce que, bon, pas celle-ci, mais le projet de fin d'année est enfin, je trouve assez compliqué à photographier. Et enfin, vous qui avez vu les photos avant de la voir en vrai, je pense que vous pouvez témoigner la différence entre l'avoir dans les mains et l'avoir en photo. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à retransmettre en photo, mais je vais essayer de vous en parler quand même. L'idée de cette montre-là, c'était d'avoir aussi, comme vous disiez, tous ces niveaux en fait, qui se superposent. C'est de rentrer aux profondeurs dans le mouvement, une forme un petit peu de pédagogie, de comprendre pourquoi tel élément est là, à quoi il sert. Aussi, dans le cadre de projets de fin d'études, il fallait montrer qu'on avait compris à quoi ça servait et qu'on avait compris comment, à quoi servait une finition, comment on la faisait, à quoi servait un élément technique, pourquoi. Simplement justifier la place de chaque chose, encore une fois, tant dans le design que dans la technique pure. Très bien, Pierre, on va s'arrêter là, mais il y aura encore du temps à passer sur les finitions, parce qu'il y a même une créativité, une invention au niveau de la finition. Oui, on essaye de regarder ce qui sort, de regarder ce qui nous plaît, de regarder aussi ce qui plaît, bien sûr. Une recherche aussi sur les matériaux. Moi, j'ai plusieurs composants qui sont par exemple réalisés en titane, qui est un matériau qui pour moi est juste génial. On va essayer de regarder ce qui se passe aussi techniquement sur différentes nuances d'acier. Et donc une fois qu'on a les matériaux, parce que la métallurgie est quelque chose d'assez de franchement passionnant, on va pas les traiter, on va pas les finir pareil. Ceux qui ont déjà fait l'expérience sauront que polir un anglage vraiment nickel sur du titane, c'est autre chose que de le faire sur un acier 1% de carbone bien trempé comme il faut. C'est simplement des petites nuances à prendre, et puis c'est aussi comme ça qu'on apprend, je pense. Comment est-ce qu'on accompagne un étudiant comme ça, aussi motivé au niveau de la technique? Puis j'aurais la même question après au niveau de l'esthétique, parce que c'est très poussé. On l'accompagne avec le sourire. Non, mais on se fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'avec leur jeunesse, ce qui fait leur force, c'est qu'ils ne se mettent aucune limite. C'est-à-dire que des fois, ils conçoivent certaines choses, ils n'anticipent pas la fabrication. Ce n'est peut-être pas le cas de Théo, mais en tout cas, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Ils ne se mettent pas de limite. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner, de trouver des solutions techniques pour les aider à accomplir leurs souhaits. Alors parfois, on est capable de le faire en interne, mais une des compétences qu'ils doivent acquérir, c'est aussi aller chercher des compétences à l'extérieur. Par exemple, nous, n'est pas Nicole qui faisons du guillochage. D'autres élèves sont allés à Forsheim pour guillocher des cadrans ou autres. Et donc on les accompagne du mieux qu'on peut avec nos connaissances et nos compétences. Et puis parfois, il faut savoir dire, écoutez, ça je ne sais pas faire, par contre je pense savoir qui peut le faire. Par exemple, je pense à des terminaisons comme de l'anglage, c'est un métier, on les initie à l'anglage. Et moi j'ai la chance d'avoir un très bon ami qui s'appelle Philippe, qui n'est pas très loin, je lui fais un petit clin d'œil, qui est venu au lycée, on échange, on discute, on allait le rencontrer chez lui. Et c'est un petit peu tout ce réseau-là qu'on met en place autour des étudiants, qui va répondre justement à leurs besoins. Et sur la partie esthétique, En fait, dans la démarche de projet, forcément, moi, je vais les pousser à aller vraiment très loin dans la folie de la créativité. Et à un moment donné, donc, il va falloir faire des compromis, parce qu'on sait derrière que c'est fabriqué. Donc, c'est aussi mon rôle de leur proposer déjà des solutions et d'envisager en fait tous les dispositifs qui existent, sachant que déjà, par exemple, si on prend le projet carrure, qui est le deuxième projet, si on a une carrure trop complexe, avec des formes trop complexes, c'est clair qu'on ne va pas forcément pouvoir l'usiner sur des machines traditionnelles, un tour, une fraiseuse, etc. Mais par contre, on a aussi au sein de l'établissement en fait, d'autres moyens. Par exemple, les bijoutiers font de la fonte à cire perdue.
c'est tout à fait intéressant d'utiliser cette technique-là. Bon, après, il y a un travail de reprise, d'usinage pour mettre le fond, la lunette, le verre, etc. Mais voilà, donc on essaie de toute façon d'envisager toutes les solutions possibles. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de leur donner un petit peu des pistes sur ce qui existe, sachant que dans la mesure du possible, tout est réalisable, je dirais dans l'absolu. Dans l'industrie, on sait très bien que tout est selon les moyens. Y compris, ça va jusqu'aux terminaisons, parce que là, il y a sur ce travail-là, mais sur d'autres, il y a un énorme travail sur les terminaisons. Puis ça, c'est du. Et là, c'est la culture horlogère. C'est du métier pur, c'est de l'art appliqué. Bien sûr, la tradition horlogère, la culture horlogère est importante. Donc toutes les décorations, les finitions qu'on utilise traditionnellement dans l'horlogerie, donc le polybloqué, les traits tirés, le soleillage, l'anglage, le perlage, etc. C'est des choses qu'ils doivent aussi intégrer. Et puis parfois, ils innovent, ils imaginent encore d'autres finitions. Donc on les pousse aussi, bien sûr, à aller chercher peut-être d'autres finitions, terminaisons. Voilà. Il y a un truc aussi à propos des finitions, c'est que parfois il y a souvent une visée technique derrière une finition. Quand vous prenez les premières certaines montres à quadrature de répétition, tout était poli parce qu'en fait on constate qu'entre une finition polie et une finition qui ne l'est pas, la rouille prend moins vite. C'est un anglage, c'est pour éviter de marquer les flancs des ponts. Il y a plein de choses en fait qui sont devenues esthétiques mais qui sont de prime abord et de prime invention purement techniques. Oui, effectivement là c'est pas tout à fait le même contexte. Donc si on replace aussi dans le contexte et dans l'histoire de l'horlogerie, effectivement il y a des finitions, des terminaisons qui avaient une fonction finalement. Voilà. On peut parler des pivots, mais ça c'est une finition qui est on a des pivots qui sont polis. On peut vraiment aller très loin dans chaque détail et visiblement l'encadrement, machine, professeur, soutien pédagogique, tout fonctionne ensemble comme une pièce d'horlogerie. On essaye en tout cas. On est un peu complémentaires, Ouais, je crois que ça marche bien. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini la montre école? Il présente cette pièce devant un jury pour validation du diplôme. Ça compte de la validation du diplôme. Ensuite, ils obtiennent leur diplôme. Et ensuite, par la suite, suivant les affinités de chacun, chacun va s'orienter dans divers secteurs assez variés. Ça peut être l'établi, ça peut être de la création. Comme le diplôme est très ouvert dans ce qu'on propose, dans les formations qu'on propose, chacun va, selon ses affinités, s'orienter vers un des métiers d'horlogerie. Il n'y a pas un métier d'horlogerie, il y a plusieurs métiers. Ça peut être la décoration, ça peut être la prototypie, ça peut être un laboratoire. Voilà, c'est très très varié et les poursuites d'études sont très variées. On a fait le tour du cursus en très résumé, et puis on arrive à ce qui est au cœur de la question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'est-à-dire la spécificité. On a vu on voit que la montre école est vraiment un moment clé, un moment de syncrétisme où tout fonctionne, tout est repris en même temps, et c'est une vraie pièce de démonstration. On voit aussi que ces pièces de démonstration, elles ont une vie en dehors de l'école. C'est des pièces, celle de Théo est extrêmement visible sur les réseaux sociaux. Et puis on pourrait citer tous les horlogers passionnés qui sont sortis de Morteau et dont on voit aussi les travaux circuler sur les réseaux sociaux et dans les salons. Et on voit ces horlogers ressortir de partout avec des montres, des réalisations extrêmement talentueuses. Qu'est-ce que ça forme? Qu'est-ce que ça fait pour l'école, tout ça? Est-ce qu'il y a une véritable émulation qui se crée derrière ces créations? Alors, c'est certain. On a la chance d'avoir un certain nombre de nos anciens élèves et étudiants qui, une fois sortis de notre école,
eh bien, on fait ce choix de continuer la création et on fait le choix de l'indépendance en créant eux-mêmes leurs propres produits, en les commercialisant, en communiquant autour de tout ça. Donc c'est aussi notre fierté. Et puis moi, j'ai en fait un malin plaisir à les faire venir tous les ans. On peut penser à Théo, frère, Rémi Cools. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez les citer, ces étudiants qui brillent parce qu'il y en a tout un tas. Parlons d'utiliser ce terme. Alors j'espère que je ne vais pas en oublier, parce que si j'en oublie, attention à moi. Non mais voilà, on peut penser à Théo Frey, qui est à Paris, qui fait un tourbillon magnifique, à Rémi Cools, qui fait aussi une montre à tourbillon, qui est du côté d'Annecy. On va penser à Julien, qui est juste en face de nous. J'aimerais bien qu'il vienne nous rejoindre un petit coup, Julien Tixier, pareil, qui a fait une pièce exceptionnelle. Il est là, Julien, salut Julien. En fait, ils sont tous devenus amis, c'est pour ça qu'on les salue. Qui ai-je oublié Cyril Brivenot, John Michael Flo, Luc Monet, qui est un travailleur de l'ombre extraordinaire, Shonathan. Shona, oui. Oui, mais les filles sont là. Il y en a encore un là, justement, qui est devant nous aussi. C'est Colin de Tonac, qui fait partie de la même promo d'ailleurs que John Michael Flo, qui a créé la marque Sans Père et Aduc, que personnellement j'apprécie beaucoup. J'aime bien sa petite touche très sympathique dans l'idée de recycler des vieux mouvements et de les remettre un petit peu au goût du jour avec des carrures, un design intéressant, une démarche intéressante. Voilà, donc il y a des horlogeries, j'irais un petit peu différentes, mais il y a, il y a toutes sortes de profils. Ouais. Alors, si je comprends bien, ces diplômés font partie de l'école. Ça devient des alumni. Vous continuez à les fréquenter. Ils fréquentent l'école. Ils viennent donner des conférences ou présenter leurs travaux. C'est bien comme ça que ça se passe ? C'est exactement ça. Moi, j'ai un vrai plaisir à les faire venir intervenir au lycée. On a eu Luc Monet qui est venu faire une démonstration de tournage il y a peu de temps. Et ça fait, en fait, tout ça donne sens et fait aussi effet boule de neige. C'est-à-dire qu'ils font rêver les jeunes générations. Voilà, beaucoup de nos étudiants rêvent un jour, c'est un peu le Graal de chaque horloger. Alors, ce n'est pas l'objectif de tout le monde. En tout cas, c'est le Graal pour beaucoup, de créer leurs propres produits. Une fois qu'on a goûté à la création, on ne peut plus s'en passer. Alors, je peux le confirmer. Alors, est-ce que c'est un piège ? Est-ce qu'il y a beaucoup de déceptions ? Parce que là, on parle que de ceux qui ont réussi, finalement, les noms qui ont émergé. Mais est-ce que ça amène des déceptions Alors, je pense qu'il faut être prudent. Donc moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Quand je les fais venir, quand je fais venir toutes ces personnes-là, je dis attention, ce ne sont pas tout le monde. C'est-à-dire que quand on se lance comme ça, comme les personnes qu'on a pu citer dans l'indépendance, c'est un vrai choix de vie. Il faut un grain de folie, il faut être ambitieux, courageux, ça implique beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois, on fait rêver certains étudiants, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Et ça, je le précise bien quand je leur dis. Avec les réseaux sociaux, en fait, on a une image très rapide. C'est-à-dire que là, il y a un engouement il y a un engouement des collectionneurs pour l'horlogerie indépendante qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais attention, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que moi, tous mes étudiants postent sur Instagram, pas tous, mais beaucoup postent sur Instagram, sont rapidement suivis par des collectionneurs du monde entier. Les réseaux sociaux permettent ça. Et je leur dis, attention, gardez les pieds sur terre. Vous n'êtes que des étudiants. Vous avez encore tout à apprendre. Et des jeunes comme ça qui se lancent à la sortie du lycée indépendant, très rapidement, des fois, ce n'est pas ce que je conseille. Moi, je conseille plutôt déjà d'apprendre le métier, avoir de l'expérience, du recul, et après, pourquoi pas faire ce choix. C'est parce que c'est un choix qui implique beaucoup de choses. Après, ceux qui l'ont fait tout de suite en sortant de l'école, qui ont réussi, on en a cité beaucoup. Moi, je les félicite, vraiment, je les félicite. Et, sont tous devenus des amis, ils viennent tous au lycée bénévolement, transmettre leur expérience, transmettre leur parcours. Et ça, vraiment, c'est très, très riche. Est-ce que ça a changé l'image de l'école ? Alors, ça l'a changé pour partie, effectivement, parce que là, on arrive à un degré, un niveau d'excellence qui est quand même reconnu
par les pairs. Hein, donc, de fait, là, effectivement, ça rayonne nationalement et internationalement. On partait quand même avec une structure qui était très solide. L'enseignement de l'art horloger dans le Val-de-Morteau ne date pas d'il y a 10 ans. Hein, il y a un ADN culturel autour de ces métiers des microtechniques de l'horlogerie qui est le même des deux côtés de la frontière. Donc on partait quand même déjà avec une assise solide. Mais là, effectivement, ça a ouvert le champ des possibles et on arrive à effectivement un niveau de maîtrise des compétences de ces jeunes étudiants qui n'a plus rien à voir avec les très très bons techniciens qu'on formait dans le passé, hein, c'est certain. Mais là, il y a une dimension supplémentaire apportée par la philosophie et les arts, incontestablement. Je voudrais rajouter une chose par rapport justement des fois au danger de vouloir se lancer comme ça en tant qu'indépendant, créateur indépendant. Effectivement, il faut avoir les reins solides. Hein. Mais je pense à l'exemple aussi de Sylvain Pinault, qui est aussi sorti du lycée, qui a mis finalement un certain temps à émerger, hein, mais aujourd'hui qui est reconnu. Mais il a toute une carrière en tant qu'horloger avant. Et je crois que cette expérience-là est importante en fait. Faire ses armes petit à petit, pas aller trop vite. Voilà, c'est peut-être le conseil qu'on peut peut-être aussi donner. Voilà. Puis après, c'est une question de caractère aussi, je pense. C'est une question de personnalité, de caractère. Ça joue aussi. Voilà. Et puis une petite précision, je rebondis sur ce qui a été dit par Monsieur Lecomte tout à l'heure. Tous les étudiants sortants ne font pas le choix de l'indépendance. Je veux dire, un certain nombre commencent effectivement une carrière en manufacture et puis reviennent un peu plus tard. Quoi. Oui, Il n'y a rien de systématique. on a bien compris, effectivement, si on fait le compte par rapport au nombre d'étudiants qui passent chez vous, c'est une toute petite partie qui font le choix de l'indépendance. C'est exactement ça. Donc on ne les forme pas du tout à l'indépendance. Ça, c'est le côté, c'est les paillettes. On les forme à un éventail de compétences, voilà, qui va ouvrir un champ professionnel assez vaste. L'indépendance, c'est destiné à quelques étudiants qui font notre fierté, qui font la renommée du lycée. Tout le monde n'est pas fait pour ça et on ne les encourage pas dans ce sens-là. Ce serait dangereux de leur faire croire qu'ils sont tous faits pour l'indépendance et les encourager à faire ça, ce serait dangereux. Par contre, on sait les accompagner, ces personnes-là, on les aide et on est heureux quand ça fonctionne. Et comment c'est vu des autres écoles d'horlogerie? Est-ce que c'est discuté, critiqué, commenté? En tout cas, critiquer négativement, jamais devant nous, vous imaginez bien. Comment c'est vu? Je pense qu'il y a une forme d'admiration, il y a un peu d'ambition, il y a l'envie d'essayer d'y venir aussi, mais on vient aussi avec des cultures professionnelles différentes. C'est vrai que nous, par exemple, on fait le choix, Morteau, d'axer l'enseignement très fortement sur la montre. Ce n'est pas le cas d'autres écoles en France qui vont choisir la pendulerie, qui vont choisir d'autres champs de l'horlogerie. Donc on essaie de ne pas être en concurrence, mais en complémentarité les uns avec les autres. Mais voilà, le proviseur ne cache pas sa joie d'avoir la reconnaissance forte de la valorisation de la formation donnée par les autres. Voilà, c'est bien. J'aimerais terminer sur la seule question qui est un peu gênante. J'ai entendu dire que la montre-école, le principe même de montre-école, était en discussion, que ce n'était pas forcément un acquis éternel. Effectivement, c'est jamais un acquis éternel et je le dis souvent, on ne demande pas en projet de fin d'études à un élève ingénieur de construire une vraie fusée. On ne demande pas à un élève architecte de construire une vraie maison. Donc effectivement, le principe même de la montre-école, il est toujours à discuter, à maintenir. Il faut arriver aussi à le porter. Effectivement, si on s'en tient au strict cahier des charges de la délivrance du diplôme, une maquette suffit. Voilà, donc on a vraiment, nous, envie de garder cette spécificité-là et on espère tenir le cap le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.